bonjour à tout le monde. Et donc c'était la première séance aujourd'hui, la première réunion qui débutait par cette présentation par Jacques Grünewald de l'économiste mathématicien Nicolas Georgescu-Roegen. Et les premières séances, les 5-6 premières séances de ce cercle sont proposées sur l'étude des travaux de Roegen concernant la thermodynamique et l'application notamment de la loi de l'entropie au processus économique. C'est ni plus ni moins la reprise de cours d'économie que j'avais donné il y a 2 ans à Villeurbanne dans le cadre de l'association des bas citoyens. Et vous pouvez voir, vous pouvez consulter et utiliser éventuellement sur le site du PPAC, du Parti pour la Précroissance, les minutes podcast de ces ateliers sous forme d'enregistrement audio et également des visuels qui allaient avec les différents chapitres étudiés. Alors les chapitres ce seront tout simplement les chapitres successifs du livre. Le livre que nous a montré Jacques Grünewald, qui s'est appelé Demain la décroissance, qui s'appelle en fait Décroissance, économie, écologie, entropie, dont Jacques Grünewald a montré la couverture. Ce livre, il est en Creative Commons, il est accessible et téléchargeable donc gratuitement, parce que les ayants droit de Georgescu-Roegen ont placé ce document en libre utilisation de cette façon-là, et vous pouvez le télécharger sur la page du site après la croissance, la page où vous avez le programme des 5 premières réunions. Vous pouvez télécharger le PDF. Et donc les réunions qui vont suivre attaqueront chapitre 1, chapitre 2. Pour chaque réunion, vous avez le PDF de la partie qui va être étudiée, ce qui fait que vous pouvez éventuellement lire donc cette partie, et puis ensuite alors bon, je ferai une petite présentation d'un quart d'heure, 20 minutes du sujet, en résumant et en l'appliquant notamment à l'objet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'économie d'aujourd'hui. Mais en fait, on s'aperçoit en lisant le livre de Roegen. Alors, il faut savoir que c'est le seul bouquin de Roegen qui a été traduit en français et qui a été traduit justement par Jacques Grünewald et Ivens. Les autres bouquins ne sont pas traduits. Ça fait partie, disons, de l'ostracisation de Roegen. Alors je connaissais cette interview de Grünewald, mais j'ai repéré vers la fin lorsqu'il dit un certain nombre d'étudiants en économie, alors bon, moi j'ai fait des études d'économie, donc je connais ça, ignorent Roegen, et lorsqu'il le découvre, il demande alors prof, et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de Roegen? On nous parle de Ricardo, d'Adam Smith, tout ça, etc. D'ailleurs, on parle des économistes néolibéraux. Hein, moi j'ai fait les SEC, les sciences économiques commerciales, et donc les cours d'économie politique sont des cours uniquement, on ne vous parle pas de Marx, mais on ne vous parle que des économistes libéraux. Et notamment là, on est, je dirais, au-delà même de la rivalité libéralisme-marxisme, puisqu'on est dans le domaine de l'application de la science physique à l'économie. Et je rejoins ce qu'a dit d'ailleurs en entrée d'interview Jacques Grünewald. Il a parlé, pour la thermodynamique, il a parlé d'une science anthropomorphique. Anthropomorphique, c'est un mot compliqué, mais enfin qui veut dire la traduction par l'espèce humaine des phénomènes physiques qu'il voit. Bon, il a dit effectivement, alors, dans la thermodynamique, plus exactement la loi de l'entropie, est une loi anthropomorphique dans la mesure où c'est une loi qui n'existe pas dans la nature. Les lois naturelles, les lois physiques, bon, sont l'écriture par l'homme, la mise en équation par l'homme avec les moyens mathématiques qu'il a découvert, de ce qu'il constate de visu
au niveau du déroulement des phénomènes naturels. Or, la loi de l'entropie, ça n'existe que lorsque l'homme met en œuvre une activité industrielle. Donc, du coup, c'est une loi anthropomorphique. Et donc, pourquoi est-ce que dans les cours d'économie, on ne parle pas de Nicolas Georgescu-Roegen? C'est tout simplement parce que, au niveau des politiques, disons, éducation nationale des différents pays, hein, on est sous le régime capitaliste croissanciste qui fait que on ne doit pas parler de ce qui dit le contraire de ce qui constitue la religion de nos sociétés. Ben, je dirais, je ferai un parallèle, puisque vous savez que je travaille à la fois sur la décroissance et sur la démocratie, je ferai un parallèle en fait entre Nicolas Georgescu-Roegen et Robespierre. Et je dirais que si Robespierre a écrit la démocratie, et c'est la raison pour laquelle on ostracise Robespierre et on en a fait quelqu'un d'irrecevable d'un point de vue historique. Donc ça veut dire qu'on n'étudie pas ce qu'a écrit Robespierre, qui a écrit des montagnes de documents. Hein. Bon, l'œuvre de Robespierre est très très volumineuse. Il a écrit la démocratie, ce qu'elle a essayé d'être, ce qu'elle aurait pu être et ce qu'il faudrait qu'elle soit. Et Reagan, il a écrit l'économie. Il nous a dit, vous voyez, l'économie, bon, c'est un processus anthropomorphique, c'est-à-dire c'est l'homme qui invente une nouvelle en fait, équation, une nouvelle réaction chimique qui n'est pas une réaction chimique naturelle, mais il met en présence des éléments qu'il va chercher lui-même, il les fait réagir entre eux et il obtient quelque chose. Eh bien, Reagan nous explique, enfin, à une interprétation qui est tout à fait différente de l'interprétation que nous donnent les maîtres du pouvoir actuellement, qui sont la croissance, c'est quelque chose de non seulement c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose qui peut durer. Bon, alors sans même parler de savoir si la croissance c'est formidable ou pas formidable, la question c'est de savoir est-ce que ça peut durer. Voilà. Et Reagan dit non. Donc, de ce point de vue, il est inaudible. Il doit être inaudible et il doit être proscrit, tout simplement, des enseignements. Voilà. Bon. Alors, juste pour terminer en quelques minutes, introduction au débat, les quelques points que j'ai pu repérer qui me paraissent intéressants sur ce qu'a dit Greenwald, et qu'il a mis l'accent au début sur les ressources biotiques. Ressources biotiques, c'est des ressources que, là aussi c'est un mot un peu compliqué une fois qu'on l'a expliqué, hein, c'est les ressources qui sont fabriquées par la Terre elle-même. Donc, alors le pétrole, on dit c'est un truc artificiel, c'est une cochonnerie dans le pétrole, il n'y a rien de plus naturel que le pétrole. Bon, ça a été fabriqué, hein, et donc biotique, ça veut dire la Terre est capable de générer ces ressources. Ressources que Greenwald a distinguées d'ailleurs entre ressources énergétiques et ressources minérales, le tout étant finalement des matières. Et donc, ce mot de ressources biotiques est intéressant parce que parmi les illusions, notamment de la durabilité des hydrocarbures, il y a l'illusion de l'abiotisme. C'est-à-dire que finalement, le pétrole ne serait pas ce qu'on dit, c'est-à-dire des sédiments qui ont été enfermés puis qui ont macéré pendant des dizaines de millions d'années, mais il serait produit par la Terre. Voilà, bon, ça fait partie. Alors, on parle de la théorie du complot dans un certain sens, mais là, il y a aussi des théories du complot qui rentrent dans le cadre de la validation du système actuel, qui disent ne vous inquiétez pas, le pétrole, de toute façon, il arrive du centre de la Terre, du magma. Voilà. Bon. Ensuite, Reagan a pointé quelque chose de très intéressant, c'est le taux de retour énergétique. Alors, il n'a pas dit le taux de retour énergétique, mais lorsqu'il a parlé des gisements de pétrole, il a dit il y a des gros gisements et des petits gisements, des gisements faciles, des gisements difficiles. Au début, on a pris tout ce qui était facile, par exemple les champs de Gawar en Arabie Saoudite. Et puis maintenant, il ne reste plus que des petits gisements. Et il a dit ils ne sont pas rentables. Alors, ils ne sont pas rentables, qu'est-ce que ça veut dire rentable en termes capitalistes, rentable, c'est
on met des sous et puis on en gagne plus. Si je gagne, c'est rentable. Non, là, il s'agit de raisonnement physique. Et il a dit, il faut plus d'énergie pour aller chercher ces gisements difficiles que l'énergie qu'on en retire. Et ça s'appelle, en termes scientifiques, le taux de retour énergétique, le TRE. Alors, en anglo-saxon, c'est EROI, Energy Return on Energy Invested. C'est-à-dire que lorsque on arrive devant une ressource énergétique à un stade de difficulté d'accès qui fait que, pour aller chercher 1 kilowatt, par exemple, il faut en dépenser 2, ça n'est plus rentable d'un point de vue physique. Ça peut être rentable d'un point de vue économique s'il se trouve qu'il y a des subventions, qu'on a payé les gens pour qu'ils aillent le chercher, puis qu'on paye plus cher par le jeu de la création monétaire, ça peut être rentable. Mais d'un point de vue énergétique, ça n'est pas rentable. Et donc forcément, il y a un moment où ça s'arrête. Quand on a évacué, je dirais, le mirage et l'habillage monétaire de tout ça, ça ne fonctionne plus d'un point de vue purement physique. Alors, il a dit aussi une chose qui me paraît intéressante, c'est qu'il a parlé des écologistes, des vrais écologistes. C'est-à-dire qu'en fait, l'écologie, qu'est-ce que c'est? L'écologie, c'est une science qui étudie les conditions et lieux d'existence des êtres vivants et qui étudie les relations qu'ils entretiennent avec leur environnement. C'est tout. C'est une science qui étudie ce qui se passe. C'est une science qu'on appelle une science molle, c'est une science qui ne délivre pas de loi. Il n'y a pas de loi de l'écologie. Il y a ensuite les écologistes politiques qui sont arrivés et qui ont fait des lois. Et donc il dit, les écologistes sont naturalistes, sont des gens qui observent ce qui se passe. Parce qu'il a dit, les girafes ont un long cou, les éléphants ont un long nez. Bon, eh bien, disons, les naturalistes, ils observent, ils disent, voilà. Bon, eh bien, les écologistes, qui sont en fait des écologues, hein, les écologues, eh bien, ils observent ce qui se passe, c'est tout. Voilà. Bon, ça c'est pas intéressant. Intéressant aussi, il a fait un parallèle entre Carnot et Darwin. Alors, Carnot, ben, c'est, disons, l'inventeur, le père de la thermodynamique. Premier principe, deuxième principe, etc. Et puis Darwin, ben, c'est l'évolution. Et donc, l'évolution de l'homme, elle est liée à la thermodynamique. Parce que tant qu'il n'y a pas la thermodynamique, si on remonte même un petit peu plus loin en arrière, on a le pré-néolithique, bon, où l'homme ne vit qu'en utilisant des ressources naturelles renouvelables, et l'homme ne fabrique pas sa nourriture, alors qu'après le néolithique, il se met à fabriquer sa nourriture. Donc il y a une évolution, je dirais, de l'espèce, une évolution darwinienne, mais qui est sous-tendue. Alors, est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule? Qui est sous-tendue par la thermodynamique. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Ah oui, alors, là on arrive les années 1070, en fait, à l'apparition du clivage, hein, entre les écologues, enfin les écologues qui sont des observateurs de la nature et qui sont aidés par des gens comme Roentgen qui disent l'homme sort de la nature, il fait des choses, et là ça devient de la thermodynamique, eh bien, arrive une nouvelle, enfin une variante, je dirais, une espèce de mutation d'écologistes, qui sont les écologistes néo-énergétiques, et qui disent, oui, d'accord, mais on va pouvoir s'en sortir quand même. Voilà. Et là, on va avoir disons, non pas la rupture, mais l'aiguillage avec la grande date, c'est la rupture entre, bien entendu, Roentgen et Hermann Daly. Puisque Hermann Daly est un disciple de Roentgen et Roentgen n'ayant jamais été intéressé par ni la notoriété, ni l'argent, ni la réputation, ni l'audience, Hermann Daly, lui, est intéressé par l'audience. Et quand il a commencé à voir que, quand on disait aux gens que le processus de la société croissanciste n'avait pas d'avenir, n'avait pas d'issue, qu'on allait vers une impasse, bon, il a dit comme ça, Dali a dit, les gens ne vont pas accepter l'idée de la décroissance. Comme si on disait, les gens ne vont pas accepter l'idée que le soleil se couche à l'ouest. Non.
Alors, étant donné que les gens ne vont pas accepter l'idée de décroissance, on va leur vendre autre chose. Et c'est parti avec le développement durable. Voilà. Bon. Alors, on a, par cette, en fait, l'historique que nous fait Greenwald, un petit peu de biographie norvégienne, on a cette bifurcation. Alors, ce qui est intéressant, et puis je terminerai là-dessus, c'est de voir que cette vidéo, elle a 10 ans. Cette vidéo, elle date de 2012. Elle a été faite par Vincent Liéget, qu'on voit subrepticement au début, et par, disons, à l'époque, ça s'appelait le collectif parisien pour la décroissance. Euh, alors, ce collectif parisien pour la décroissance, il avait invité, à peu près à la même époque, Yves Cochet. Yves Cochet pour faire une conférence, peut-être qu'il serait intéressant également de projeter, et qui nous explique alors avec toute une série de graphes et d'histogrammes, qui nous explique en fait l'inéluctabilité de la décroissance, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de parler de ce caractère inéluctable. Et donc, du coup, notre ami Vincent Liéger, avec qui j'ai travaillé au PPLD, puisque le collectif parisien pour la décroissance, quelques temps après, s'est appelé Parti pour la décroissance, PPLD, j'étais au Conseil national PPLD. Et donc, au PPLD, qu'est-ce qui s'est passé? On a démarré, bien entendu, avec des gens comme Yves Cochet et comme Nicolas Joskow-Weigen, mais l'homme étant ce qu'il est, et les individus étant ce qu'ils sont dans les organisations qu'ils créent, il arrive un moment où le clientélisme prend le dessus, il arrive un moment où on est soucieux d'avoir une audience, il arrive un moment où on est soucieux d'avoir, même si l'audience est petite, pourvu qu'elle soit bien ciblée, d'avoir une certaine notoriété. Et donc, lorsqu'on dit des choses qui ne plaisent pas, l'audience baisse, la notoriété baisse, et donc, de ce fait, ceux qui déclenchent une action publique pour cet objectif ne rentrent pas dans leur sous, si on peut dire. Donc, nos amis, comme Vincent Léger, ont dit, mais lorsqu'on dit ça, ça fait fuir les militants. Bon, j'ai une interview, j'ai fait en 2014 une interview de Vincent Léger, je dis, mais pourquoi on ne parle plus de Reagan? Ah ben oui, mais parce que ça fait fuir les militants. Et donc, il a fait, et tout ce courant de la décroissance, qu'on appelle aujourd'hui courant de la décroissance, alors il peut s'appeler degrowth, il peut s'appeler comme il veut, avec les gens que vous connaissez, je ne vais pas les citer. Bon, mais finalement, ce sont les héritiers de la bifurcation Herman-Daly, qui vend un décroissement, qui vend une décroissance qui devient en fait un développement durable. Alors c'est une décroissance durable. Roegen pestait contre la notion d'état stationnaire. Il n'y a pas d'état stationnaire. Hein. On va rouler en vélo, on va manger un peu bio, et puis ça va durer comme ça éternellement. Et il pose une question, Roegen, que moi je pose chaque fois que je tombe sur un décroissant volontaire, en lui disant, on va décroître, on va enlever ça, 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 enfin ça. Et combien de temps ça dure? Combien de temps ça dure? Bon. Et évidemment, ce sont des questions auxquelles ils ne veulent pas répondre. Ils ont d'ailleurs un nom, ils appellent ça des objections pénibles. Et c'est une question qu'il ne faut pas poser non plus à Herman Daly. Voilà, Herman Daly nous a vendu, bon, il a travaillé 6 ans à la Banque mondiale, il nous a vendu le Sustainable State, qui est devenu développement durable en français, avec le succès que l'on sait. Et aujourd'hui, c'est un slogan, c'est un outil de vente. Vous voulez vendre une soupape pour une voiture ou un cosmétique. Si c'est développement durable, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Mais écoutez, j'en ai terminé. Je vous laisse la parole. Ceux qui veulent réagir. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Gildas? Qu'est-ce que tu en penses de... Écoute, bah, je connaissais pas ce mec là dans Facebook, donc Ah! j'ai regardé, je tapais dans Google, dans YouTube, voir du coup qu'est-ce qui pouvait sortir. Je suis tombé sur cette vidéo, donc je l'avais vue il y a quelques jours. C'est bien de la revoir, c'est un sujet qui est vaste, mais il y a très peu d'occurrences quoi. Il y a rien en fait sur ce mec, on ne connaît pas, et donc je comprends quand même que c'est quelqu'un de majeur et puis qu'il a été écarté par bah, voilà une idéologie libérale. Ah oui. Bah, après, on pourrait se poser la question pourquoi ils font ça, puisque ils ne peuvent, ils sont obligés d'en tenir compte.
forcément, ils en tiennent compte. Et comment ça se fait qu'ils continuent malgré tout voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ces gens-là pourquoi ils continuent de faire quelque chose qui nous amène dans un mur? C'est une question à laquelle je n'avais pas pensé, en fait, mais voilà, qui peut être intéressante. Et ouais, bah, c'est un sacré sujet. Hein, l'écologie, j'ai regardé quelques vidéos, mais c'est vrai que c'est pas un sujet moi que j'ai beaucoup étudié. Bon, par contre, j'aime bien, je m'intéresse un peu à l'anthropologie, on va dire, quoi. Puis j'ai des réflexions sur notre mode de vie et tout ça. Donc voilà, je suis intéressé comment dire, par faire mes connaissances sur le sujet et discuter. C'est pour ça que je suis là à ton initiative, puis du coup à l'initiative de Hugues. Clara, Envie de cette proposition de cercle de réflexion parce que il se trouve que je travaille sur ces sujets d'écologie et de décroissance depuis très longtemps. Je suis en train de terminer un deuxième livre qui est consacré à ça, entre autres. Donc je connaissais déjà Georges Escorogen et j'ai relu des articles avec grand plaisir. Voilà, j'étais très contente je me réjouis de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. En tant que je suis anthropologue et éthologue, donc tout ce qu'il dit pour moi est totalement mon quotidien, je dirais, en tout cas les idées qu'en tant qu'anthropologue, parce qu'il y a beaucoup de courants, mais enfin qui sont les miens depuis très longtemps, donc je partage absolument ces vues. Après, comment le traduire dans notre politique et nos institutions et comment faire advenir toutes ces idées et les faire partager par un plus grand nombre, on en parlait tout à l'heure avec Hugues, c'est une autre affaire. Voilà, mais en tout cas, je suis ravie qu'on puisse échanger sur tout ça. Hugues? Oui. De mon côté, effectivement, je ne connaissais pas. Je vais dire, j'ai découvert effectivement cette personne. C'est toi qui m'as fait découvrir cette personne, mais le thème de on va dire, pas le thème de la décroissance, mais le thème effectivement oui, on peut dire le thème de la décroissance en termes de ressources, ça on l'a pas mal abordé dans le cadre en fait des différentes réunions. On va dire le sujet n'est pas nouveau. Et c'est intéressant effectivement de découvrir une personne, un auteur scientifique en fait qui a travaillé le sujet, on va dire un petit peu à fond et qui l'exprime en fait d'une manière un peu plus scientifique et pas uniquement en termes d'observation. Donc c'est une approche qui est intéressante, qui ne sera pas forcément non plus écoutée, ni même étudiée dans les universités ou bien dans les écoles, bon, ce qui est dommage, mais ce qui est un peu la norme d'aujourd'hui. Le système ne supporte pas en fait les critiques. Le système ne supporte pas les critiques, les systèmes ne supportent pas forcément les évolutions dans le bon sens, ce qui est une grosse problématique. Mais bon, ça reste intéressant d'étudier en fait le sujet de la décroissance dans ce sens-là. Ensuite, à voir ce que l'on en fait. Voilà. Il y a peut-être si je peux permettre de reprendre la parole, il y a peut-être un biais sur lequel on pourrait d'ores et déjà intervenir, c'est de revoir de reparler des lois de l'entropie, enfin de la thermodynamique, puisque la première et la deuxième loi paraissent à peu près, enfin, quand on les découvre pour la première fois pour un non chimiste, physicien comme moi, c'est très compliqué à concilier. J'ai mis très longtemps à comprendre comment on pouvait travailler ces deux lois qui paraissent un peu antithétiques ou antinomiques. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans le texte je pense, de Rogen, on parle de la négantropie à un moment, puisque comme vous le savez, c'est ça que je voulais vous proposer,
il y a eu tout un courant en cybernétique qui a repris ces lois sur la thermodynamique pour les appliquer à la diffusion de l'information, en disant que l'information, c'est une façon de... considérant l'information et donc l'informatique comme une négantropie, une façon de contrer le désordre. Et c'est tout à fait dans l'air du temps, puisque si on lit politiquement la messe qui est dite actuellement, par exemple, dans le grand Great Reset, et toute cette numérisation, informatisation de la société qui est ultra prônée dans les pays néolibéraux, enfin dans la pensée néolibérale, il pose très clairement toute cette démarche d'informatisation comme une négantopie. Donc je pense que c'est vraiment un biais, je ne sais pas si je me fais comprendre là, mais c'est vraiment un biais sur lequel on pourrait dénoncer des absurdités, parce que pour moi c'est une absurdité. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un des biais sur lesquels personnellement j'aimerais qu'on réfléchisse, si ça vous paraît pertinent, et voilà. Alors je sais pas si j'ai mon micro là, je vais intervenir. Je voudrais répondre à deux ou trois choses qui viennent d'être dites. Gildas, quand tu dis mais pourquoi les maîtres du pouvoir continuent-ils à nous emmener dans cette impasse? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Nicolas Georgescu-Roegen? Alors j'en ai parlé un petit peu, mais je crois que ça me paraît important de revenir. On ne parle pas de Nicolas Georgescu-Roegen, pas uniquement, et c'est ça qui est important et qui doit aussi, je pense, une idée qui va devenir récurrente, c'est pas uniquement le fait que y a une loi du profit qui fait que cette loi du profit, donc ça s'appelle le capitalisme, ça écrase tout et qu'il faut vendre la croissance, il faut faire de la croissance, il faut vendre la croissance parce que ça génère du profit, et que toutes les voies toutes les voies VOIX, toutes les voies qui vont dire, mais attendez, la croissance, alors soit c'est pas bien, soit ça va s'arrêter, soit c'est pas bien à la fois et ça va s'arrêter. Bref, tout ce qui est contradictoire de la croissance, tout ce qui est critique de la croissance ne doit pas pouvoir s'exprimer afin que la machine du profit puisse fonctionner. Bon, ça c'est une réalité. Mais cette réalité, encore une fois, elle est sous-tendue aussi par un véritable besoin de la multitude. Parce que il ne faut pas non plus, au contraire de la théorie du complot, tomber dans la théorie de la dictature, savoir qu'il y a des gens hyper puissants qui vont pouvoir tout imposer. Malgré la puissance des moyens de communication qui sont à leur disposition, ces gens ne peuvent pas imposer vraiment totalement des choses qui seraient contraires aux attentes des gens. Donc, il y a effectivement cette force de fabrication du profit qui impose qu'on ne parle pas de Roegen, mais il y a aussi que les gens ne veulent pas entendre parler. C'est un propos qui, alors, c'est même pas que ça dérange, ça déplaît. Bon. Et je vous parle, moi, je dirais, depuis le cœur du réacteur, puisque j'ai vu l'évolution des mouvements de la décroissance depuis les années 2000, hein, où on part forcément de Roegen, on part de Cochet, on part de l'impossibilité thermodynamique de faire fonctionner la machine de la société industrielle, et on en arrive à vendre autre chose au niveau des idées. Parce que cette idée de dire aux gens, mais bon, ce qu'on fait là, ça va s'arrêter. Bon, c'est une idée que les gens ne veulent pas entendre. Alors, je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre un exemple dans le domaine de l'agriculture. Alors, un domaine que je connais bien, parce que j'ai été 15 ans exploitant agricole. Et donc, je fais des conférences sur l'agriculture en disant le modèle de l'agriculture, la pétro-agriculture, va fatalement arriver à son terme. Bon, bien. Et donc,
l'agriculture industrielle qui s'est mise en place et qui s'est généralisée notamment avec les apports financiers du plan Marshall à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a permis l'accroissement démographique. L'accroissement démographique, il a été effectivement favorisé par tout un certain nombre, je dirais, d'externalités que sont l'amélioration des conditions de vie, de l'hygiène, de la médecine, mais aussi par la possibilité de fabriquer de la nourriture pour 10 fois plus de personnes. Nous étions 1 milliard en 1900, on va être 10 milliards. Bon. Et ça, c'est l'agriculture industrielle. Et lorsqu'on dit, lorsque l'agriculture ne pourra plus être industrielle, elle sera forcément biologique, et donc les rendements vont diminuer, et donc il n'y aura plus assez à manger pour nous, les gens ne veulent pas l'entendre. C'est-à-dire que quand vous êtes par exemple au salon Primevert, à Eurexpo à Lyon, que vous avez Marc Dufumier, ingénieur INRA, écolo et tout, qui fait une conférence dans une pièce où il dit « Mais avec la permaculture, pas de problème 70 millions de Français, 15 milliards d'individus, avec la permaculture, avec l'agroforesterie, on pourra faire. » Les gens, ils aiment entendre ça, parce que ça leur donne de l'espoir. Bon. Évidemment, c'est une absurdité. Et si vous êtes dans la salle à côté, que vous dites la fin de l'agriculture industrielle, c'est la chute des rendements et c'est forcément la diminution du nombre de la population, évidemment, vous n'avez personne dans votre salle. Voilà. Bon. Alors, maintenant, Clara a dit ensuite... on va étudier Nicolas Georgescu-Roegen et comment faire pour que les idées soient... Comment faire, que faire? Bon, il faut voir que Georgescu-Roegen n'a pas donné de recette. Il a décrit quelque chose, il a écrit un processus, et il a dit ce processus ne peut pas fonctionner éternellement. Et donc, je dirais que dans ce cercle de réflexion sur la décroissance inéluctable, dans un premier temps, ce que je propose, évidemment, on peut faire, ce que je propose, c'est de ne pas parler de ce qu'on pourrait faire. C'est de ne parler dans une première étape que de l'impossibilité technique, scientifique, de faire perdurer la croissance, de l'impossibilité d'un état stationnaire, de l'impossibilité de développement durable, voilà. Bon. Et en fait, de ne faire que, dans un premier temps, alors ça peut être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que personne ne fait, ça. C'est-à-dire d'étudier le processus industriel sous sa forme scientifique, bioéconomique, et de voir que, à terme, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est un argument qui n'existe pas sur le marché, je dirais. Bon, l'argument de dire mais ça ne peut pas continuer, il est immédiatement buté en brèche par non, mais vous allez voir, en réparant nous-mêmes, en faisant du vélo, ça va pouvoir durer, puis l'État nous donnera une dotation inconditionnelle, on pourra vivre sans rien faire. Voilà. Bon, voilà les idées actuellement qui sont vendues. Bon. Alors, donc, voilà ma réponse. Moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, bien entendu, c'est de démontrer par 1 plus B que la machine industrielle, qui est formidable, qui est fantastique, qui est fabuleuse, qui fait des trucs fabuleux, c'est une machine qui ne peut pas continuer à fonctionner. Bon. Et puis, dernier mot sur la négantropie. Alors, bien sûr, on peut en parler dans le cadre du premier stade, je dirais de la première étape, qui est de démontrer que ça ne marche pas. De démontrer que la négantropie, c'est une vue de l'esprit, c'est une illusion, je dirais même c'est un contre-feu qui a été allumé vis-à-vis de Roegen, c'est ce qu'on appelle en termes militaires un leurre. Bon, le plus grand, je dirais le pape de ça, il s'appelle Jérémy Rifkin, voilà, bon, qui vend en fait l'idée qu'on va pouvoir, chacun dans son immeuble, fabriquer de l'énergie, que ça va durer, et puis effectivement que le secteur tertiaire, parce que, bon, le secteur tertiaire, Nicolas Georgescu-Roegen ne dit pas autre chose que ça, il ne l'a pas formulé ainsi, mais bon, je le formule pour lui. Le secteur tertiaire n'est apparu
qu'à partir du moment où le secteur primaire et le secteur secondaire a commencé à faire de l'excédent de gestion, et avec cet excédent de gestion, on a pu faire fonctionner un secteur tertiaire. Le secteur tertiaire ne produit pas d'excédent de gestion. Il utilise les excédents de gestion des deux autres secteurs, qui sont les secteurs, je dirais, bio-économiques. Et l'aberration, c'est de dire, nous allons avec le secteur tertiaire, alors bon, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et des communications, nous allons créer de la matière, nous allons créer de la valeur. Bon, voilà. Donc, effectivement, disons, la démolition systématique de l'idée de l'année grand pays, bon, fait partie, à mon avis, du premier cycle, qui est du cycle de démonstration, du cycle d'études. Alors, moi, j'ai pas trouvé mieux que les écrits de Roegen, hein, pour mieux comprendre le caractère fondamentalement fini du processus industriel qui a déclenché l'homme depuis la fin du 19e, finalement depuis pas si longtemps que ça, depuis 200 ans. Mais bon, il peut y en avoir d'autres, mais on n'a pas vraiment je dirais, de double à Roegen. Il y avait Dali, lui, passé dans le camp des marchands et des faiseurs de profit. Aujourd'hui, on a Yves Cochet. On a Yves Cochet qui, et je pense que la conférence prémonitoire qu'il a faite il y a à peu près en 2012-2013, pour ce même collectif parisien par décroissance, apporte là, disons, un regard plus parlant, puisqu'il nous parle du pétrole, du gaz, voilà. Bon, alors, on a, après, il y a une espèce d'hydre, je dirais, qui s'appelle Jean Covici, voilà, qui dit exactement la réalité, mais qui la transforme en business à son profit. Voilà. Bon, alors, mais Jean Covici, il a deux visages, c'est-à-dire que il faut prendre ce qu'il dit du point de vue de la réalité énergétique et minérale et de la façon dont fonctionne l'économie, et puis oublier ensuite ses préconisations. Voilà. Voilà, au niveau de la matière et de la ressource qu'on peut utiliser dans le cadre de l'objectif qu'on s'est fixé. Bon, moi, il y a un truc comment dire, j'ai réalisé une sorte de construction mentale qui part, en fait, tu disais tout à l'heure, Christian, en 1900, on était 1 milliard et on sera bientôt 10 milliards. En fait, je crois que le germe, moi, c'est vraiment la question que je me pose et je pense que ça revient vraiment dans mes réflexions. C'est que le germe, il vient du moment où effectivement on est passé du paléolithique au néolithique. Dès le moment où on s'est sédentarisé, où l'humanité s'est sédentarisée, quelque part ça a mis en place, le premier mot qui vient c'est le mot programme, mais bon, le programme c'est informatique. Voilà, nous on n'est pas forcément dans une simulation, mais il y a une sorte de programme qui s'est mis en place à ce moment-là et duquel énormément de choses ont découlé. Donc je le fais rapidement. Donc on s'est sédentarisé. Ça nous a permis donc de faire de l'élevage, de l'agriculture. Ça a permis donc de se dire qu'on allait avoir plus de ressources et donc il y a eu un développement démographique. Développement démographique qui a nécessité plus de territoire. Alors après, bon, je pense que moi j'ai une lecture là, pour le coup, où je dirais que c'est le début du capitalisme, il commencerait là en fait. Où sur ces territoires-là, il fallait des gens pour exploiter, donc il y a une forme de mise en esclavage de personnes, soit en échange pourquoi pas de rationnement pour travailler sur ces terres. De là, il y a eu une lutte pour le territoire et en fait ce mode de vie sédentaire il s'est développé. Il s'est, à partir du croissant fertile, il s'est développé sur toute la planète jusqu'à maintenant où il n'existe quasiment plus de civilisation
nomades ou semi-nomades. Et là, il y a eu, je crois, hein, c'est vraiment un schéma où on peut me remettre en question, hein, si je me trompe, si je dis des bêtises. C'est ce que j'ai compris en regardant différentes vidéos notamment ou quelques lectures. Il y a eu la naissance un besoin de domination sur des territoires, donc la naissance des guerriers, en fait, pour pouvoir assurer la sécurité des territoires. De là est née la naissance de la monnaie, servait à échanger avec les populations locales. Et en fait, après, autour du temple aussi et de la religion, puisque les premières écritures sont liées au commerce, et ensuite à la mythologie ou à la religion. Et en fait, voilà, dès cette période-là, le passage du paléolithique au néolithique, on a déjà le germe de tout le bordel dans lequel on est maintenant. Alors, sauf que, voilà, il y a un autre truc, moi, une question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est vrai que c'est compliqué, cette question-là. J'ai l'impression aussi on peut fonctionner d'une autre manière, c'est en se disant qu'est-ce qu'on sait qu'il ne faut pas faire. Je vois par exemple, je rajoute encore plein de couches, hein. Il y a une couche, c'est que moi j'ai l'impression d'être aliéné, hein, tout simplement. Voilà, j'utilise du nucléaire, on utilise des ordinateurs, on parle d'un truc, la décroissance inéluctable, on est là avec des ordinateurs qui fonctionnent du nucléaire. Donc il y a un paradoxe et surtout il y a une forme d'aliénation à ce système-là. Et en fait, pour revenir donc au nucléaire, c'est pourquoi quelque part je suis contre le nucléaire, c'est qu'il y a un problème au niveau des déchets. On sait ce qu'il ne faudrait pas faire, pourtant on le fait quand même. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Bon, après, tout un truc sur bah, entre guillemets, ceux qui dirigent, hein, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont qui ont comment dire, qui prennent des décisions et qui ont un impact mondial, mais eux-mêmes sont soumis à des sortes de programmes qui les accompagnent, quoi, qui les poussent aussi. C'est la question de la survie. Dans ce contexte-là, bon, il y a la question de l'eugénisme. On voit qu'il y a des gens comme Bill Gates ou Klaus Schwab qui ont quand même des ascendants directs de théories eugénistes ou d'eugénistes, hein, carrément dans leur famille. Et même ou Darwin, hein, Darwin qui aussi visiblement était devenu d'une certaine manière eugéniste. Il faut que Clara est tout indiqué pour rebondir sur ce que tu as amorcé au début. Tu as dit beaucoup de choses, tu as fait tout Ouais, ouais, un bah ouais. panégyrique de l'espèce humaine en quelque sorte. Mais bon, en tant qu'anthropologue, qu'est-ce que tu penses, Clara, de ce qu'a dit J'ai une vision un peu plus nuancée, je dirais, mais bon, c'est pas forcément. Chaque anthropologue a sa mythologie personnelle, hein, comme vous tous. On a tous nos mythologies. Donc voilà, la seule chose que je voulais dire là précisément, c'est que Darwin n'était pas du tout eugéniste, puisque ça n'existait pas à l'époque de Darwin. C'est son neveu qui a développé des thèses eugénistes, ça c'est sûr, mais pas lui, hein. Darwin, il a dit beaucoup de choses, mais pas ça. Voilà. Moi, je préfère Wallace, qui était celui qui a coécrit avec Darwin. Ils ont publié la même année, en fait, un traité sur l'évolution, et Darwin a publié le sien, qui était en gestation depuis 20 ans, que parce qu'il a appris que Wallace allait écrire le sien. Donc il s'est dépêché de le publier. Mais pour moi, Wallace était beaucoup plus intéressant parce qu'il avait voyagé et il avait une vision beaucoup plus juste des peuples dits primitifs à l'époque. Darwin, il a de l'évolution une image, je dirais, très fidèle à ce qu'était l'Empire britannique de son époque, ce qui n'était pas le cas de Wallace, qui était pourtant britannique aussi. Voilà. Mais on en reparlera si ça vous intéresse. Voilà. Je trouve assez intéressant l'appariement de Carnot et de Darwin dans la pensée de Ruggens, très très intéressant effectivement. Voilà, et puis il y a une chose qui est intéressante dans ce qu'a dit Gildas, je crois, mon écran ne montre pas le prénom, mais c'est la question des déchets. Et vraiment, une grande part de l'argumentation de Georgescu-Roegen tourne autour de la question des déchets. Et très précisément, une des critiques qu'on peut faire sur l'informatisation et sur le nucléaire, c'est la question des déchets. Donc, on est au cœur du sujet, hein. Tout ce que vous avez dit, on est au cœur du sujet, même si la grande fresque
anthropologique m'a paru un petit peu, voilà, je reverrai des petites choses, voilà, mais c'est très sympathique en tout cas, très très sympathique. Oui, là, moi, je voudrais mettre mon grain de sel sur cette fresque anthropologique qu'a Oui. commencé à adresser Gildas. Mais bon, historico-anthropologique. Alors, la rupture du néolithique, oui, bien sûr. Bon, parce que qu'est-ce qui se passe au néolithique? L'homme arrête d'être. Pour faire simple, le néolithique s'est étalé sur 3000 ans, mais bon, Ouais. il a arrêté d'être chasseur, pêcheur, cueilleur et il s'est mis à fabriquer sa nourriture. Il s'est sédentarisé. Bon, il s'est sédentarisé. Est-ce que c'est parce qu'il s'est sédentarisé qu'il a fait de l'agriculture ou est-ce qu'il a fait de l'agriculture parce qu'il s'est sédentarisé? Bon, enfin, c'est concomitant. Toujours est-il que, alors là, bon, Darwin aussi, bon, l'homme, il a fait ça, ce qu'il a évolué. Est-ce que c'est... Bon, alors, mais d'un point de vue qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire l'histoire de la croissance. Bon, euh, en quittant le mode chasseur-pêcheur-cueilleur, l'homme quitte le mode du tout renouvelable. C'est-à-dire qu'il commence à utiliser, très petitement au début, il commence à utiliser des ressources naturelles finies. Bon. Et commence à fabriquer des outils pour fabriquer d'autres outils, comme l'a dit Grunewald, etc. Bon. Et ça dure combien? Ben, ça dure quand même 12 000 ans. 12 000 ans, c'est-à-dire de l'an moins 10 000 avant Jésus-Christ à l'année, on va dire, plus 1850 après Jésus-Christ, il se passe finalement pas grand-chose. Hein? Bon, la façon de vivre des villages néolithiques et puis la façon de vivre au début des années 1800, bon, il y a une évolution, mais qui n'a rien à voir avec l'évolution qu'il y a entre 1800 puis aujourd'hui 2020. Il suffit d'ailleurs de regarder les courbes que je vous montrerai très rapidement, les courbes de la prédation des ressources naturelles finies, qui fait comme ça de moins 10 000 à plus 1850, et à 1850 elle fait ça. La courbe du PIB, disons, de la production de richesse, elle fait pareil, et la courbe de la population, elle fait pareil. Bon. Donc, pendant, disons, 12 000 ans, il se passe pratiquement pas grand-chose. On est quand même sur un mode où on a cessé le tout renouvelable et on commence à utiliser des ressources naturelles finies. Ça a commencé avec le cuivre. Il y a un gars qui a commencé à gratter, il a trouvé un bout de cuivre, et puis c'est bon, voilà. Bon, ça a commencé comme ça. Donc c'est la première rupture. Mais ça, combien de temps ça aurait pu durer si c'était rien passé d'autre? Ça aurait pu durer très longtemps, pas éternellement. Parce qu'il y a la loi de l'entropie. On utilise quand même un petit peu. Donc fatalement, il y a un moment où tu reviens à chasseur, pêcheur, cueilleur. Mais ça peut durer, alors bon, 10 000 ans de plus, 100 000 ans de plus, on ne sait pas. Bon, ça peut durer en tout cas très longtemps. Mais en 1850, à peu près, hein, on va faire comme pour le néolithique, ça s'étale entre 1800 et 1900. Il se passe qu'il y a... La coulée du coq. Oui, là, il y a donc... comment il s'appelle la coulée au coq Darny. Enfin bon, la coulée au coq. La métallurgie. Bon, ça c'est l'aspect technique, on découvre des choses. Mais il y a surtout la construction juridico-politique du capitalisme qui dit on va utiliser les ressources naturelles finies et pour ça on prend le pouvoir. C'est-à-dire qu'on met à bas le système féodal qui est un système en fait qui empêche le progrès. Et on met en place un système politique qui va nous permettre, avec un certain nombre d'outils, comme par exemple la création de la personnalité morale, qui permet de mener des entreprises non plus en nom personnel, mais en nom impersonnel, de ne pas être responsable de ce qui se passe en quelque sorte. La création monétaire illimitée, c'est-à-dire non basée sur un bien intermédiaire convertible, et qui permet d'ailleurs de financer avec rien du truc ex nihilo, bon, ce qui va nous retomber dessus un de ces jours, de financer en fait l'effort humain qui va permettre d'aller extraire les ressources naturelles. Donc c'est ça qui se passe aux environs des années 1850. Et là, bon, à ce moment-là, on a la courbe asymptotique avec
la croissance. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que la croissance, enfin, ils ont toute cette démesure, cette hubris de la croissance, ça commence au néolithique. Ça commence avec la révolution industrielle. Voilà. Et finalement, c'est comme il n'y a pas très longtemps. Hein. Il y a, oui. Il y a une chose qu'on peut dire, alors par contre, qui va dans le sens de ce que dit Gildas, c'est, je dirais, alors on ne va pas parler d'instinct parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, la caractéristique prédatrice de l'espèce humaine, par contre, elle est attestée dès avant le néolithique. Hein. Elle est attestée dès le paléolithique, puisqu'on sait maintenant que la disparition d'énormément d'espèces, l'attaque à la biodiversité, elle n'a pas attendu la période capitaliste pour se mettre en place. Bien avant l'installation de l'élevage, il y a eu une prédation éperdue des hommes sur la faune qui les entourait. Donc ça, c'est un phénomène effectivement assez propre à l'espèce, parce qu'on ne connaît pas vraiment, enfin moi je ne connais pas d'espèce animale qui est éradiquée, on va dire, autant d'espèces autour d'elle. Dans la chaîne trophique, il y a toujours une sorte d'équilibre et de renouvellement des ressources qui fait qu'il y a des équilibres un peu ponctués, voilà, des déséquilibres puis des rééquilibrages, mais des disparitions d'espèces telles qu'on en a connues avec les grandes chasses avant le néolithique, c'est quand même un fait de l'espèce humaine. S'il y a un trait un petit peu marquant, il était déjà là, je dirais, très tôt. Bon, mais enfin, voilà, il y a disparition des tigres à dents de sabre, de mammouths laineux, enfin bon, ils ont chassé vraiment beaucoup. Voilà. C'est un fait, c'est comme ça. On est une espèce ultra prédatrice. Je crois que ça c'est, pour le coup, assez inscrit dans notre génome. Alors ça, c'est un sujet très intéressant. C'est indubitablement exact. Ce qui est exact, c'est que toutes les espèces sont prédatrices. Hein. Oui. Mais l'espèce humaine est plus prédatrice que les autres. Elle est devenue de plus en plus prédatrice parce que elle a augmenté en puissance de feu. Elle a augmenté ses moyens. Voilà. Bon. Avant le néolithique, enfin au paléolithique, l'homme était un animal parmi l'ensemble des autres animaux. Est-ce qu'il était plus prédateur que les autres? Peut-être bien que oui. Bon, mais si tant est qu'il le soit, bon ben voilà, c'est comme ça. Alors, si on fait le constat, effectivement, qu'il y a dans les gènes humains, bon, est-ce qu'il y a vraiment des gènes? Bon, bref. Bon, voilà. Et il y a, alors, disons, on constate, objectif, on constate que dans la période pré-néolithique et puis quelques milliers d'années après le néolithique, l'homme a été l'animal qui a le plus. Alors je dirais, alors il n'y a pas que les autres espèces animales, ce qui a le plus modifié ses écosystèmes. C'est-à-dire qu'il a été prédateur des autres espèces animales, il a été prédateur de la nature aussi. Tout à fait, oui. Bon. Déboisement. Oui, alors après, on ne sait pas ce qu'ont fait les dinosaures, hein, parce que les dinosaures, ils ont gambadé pendant 160 millions d'années, et je crois bien qu'ils ont bouffé tout ce qu'il y avait à plus de 2 mètres de haut. Hein. Bon, comme je n'ai pas de contradicteur, je peux toujours le dire. Quant à savoir si c'est l'homme qui détient la palme de... bon, mais admettons, bon, ok, faut faire avec ce qu'on est quand même. Bon, alors l'homme est un grand prédateur. Bon, mais alors là, on est en train, il me semble, alors, de toute façon, on va toujours flirter avec ça, on est en train de confondre toujours les deux débats. Il y a un débat qui est-ce que notre système croissanciste est viable, indépendamment du jugement qu'on porte dessus. C'est bien, c'est pas bien. Parce que les défenseurs, les zélateurs, je les appelle les zélateurs de la croissance, ils ont des arguments qui tiennent la route. Non,
Ils ont des arguments. Bon. Et nous, non, on n'est pas pour la croissance, on est plutôt passéiste. On trouvait que c'était mieux avant. Bon, voilà, bref. Mais, au-delà de cette inclinaison de goût, finalement, bon, il y a une question qui se pose. Est-ce que la croissance, c'est quelque chose qui peut... Est-ce que ça marche? Alors, ça marche, on sait que ça marche depuis 170 ans, ça marche. C'est fabuleux. L'homme n'a jamais rien fait d'aussi... Enfin, aucune espèce animale n'a jamais fait quelque chose. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. On peut faire un... Alors, on peut faire non pas un panégyrique, oui, on fait... Bon, tableau d'honneur, bon. Alors, il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre le débat. La croissance, ça ne marche pas. Et puis la croissance, on n'aime pas ça. Ou la croissance crée des externalités négatives. C'est encore une variante, ça. J'entendais encore récemment, là, je regardais ce matin une conférence d'Aurélien Barraud. Bon, c'est un gentil, c'est très gentil. Bon, il dit des choses que les gens ont envie d'entendre. Bon, il dit on détruit les forêts, mais oui, mais d'accord, mais d'ailleurs, il a, je dirais, l'honnêteté de dire, mais nos opposants ont des arguments qui se tiennent. Il se dit oui, l'homme il détruit, d'accord, mais enfin les autres animaux détruisent aussi, nous on détruit plus, mais enfin c'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça. Après tout, c'est vrai, c'est comme ça, on verra bien, on détruit. Bon, non mais la question, moi qui est plus importante et qui me paraît plus intelligente à résoudre, c'est est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne depuis. Est-ce que ça peut continuer à fonctionner? Et nous, on dit, vous inquiétez pas, de toute façon, extinction des espèces ou destruction des forêts, les bulldozers, ils vont s'arrêter. Un petit peu comme dans la bataille des Ardennes, quand Hitler a lancé ses dernières forces pour la bataille finale. Bon, les chars se sont arrêtés en race campagne, puisqu'il n'y avait plus d'essence. Et ça a été la fin de la guerre. Bon. Voilà. Parce que les Patton a dit laissons-les amener leurs chars, on va détruire les magasins de là où ils ont entassé leur baril de pétrole. Voilà. Donc nous, ce qu'on essaye, ce qui me paraît intéressant de démontrer, sans pour autant jeter le discrédit sur les raisonnements, la croissance, c'est pas bien. Bon. Mais dire la croissance, d'abord, on va vous expliquer que ça va s'arrêter. Et ça, les gens d'abord, n'ont pas envie de l'entendre, et deux, n'y croient pas. C'est un peu l'obstacle. Bon. Alors, n'y crois pas. Bon, mais ça, c'est une affaire de pédagogie. Tu ne peux pas ne pas croire que 1 et 1, ça fait 2, donc on va bien essayer de démontrer que 1 et 1, ça fait 2. Bon. Et puis, n'ont pas envie d'entendre ça. Bon, ça, c'est pas notre problème. On ne peut pas nous dire, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on nous dit, mais attendez, ne parlez pas de ça parce que les gens n'ont pas envie de l'entendre. Non, voilà, on va avoir à se battre contre ça. Il me semble que l'argument très fort également de Reagan, c'est celui des déchets, justement, ces externalités négatives. Parce que quand on dit externalités négatives, ça fait très, très pédant et personne ne sait ce que ça veut dire. Quand on parle de déchets, je crois que ça parle quand même à beaucoup de gens. Les déchets nucléaires, le fait qu'on enfouisse, qu'on ne sache pas quoi en faire, on enterre des nanoparticules et on crée de nouvelles molécules chimiques et minérales, on crée des nouveaux plastiques, on est en train de modifier des éléments physico-chimiques de la biosphère dont on ignore complètement les boucles rétroactives. On ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Et moi, ça, c'est un des thèmes qui m'a en fait le plus intéressé chez Reagan, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il explique sur toute son analyse de la thermodynamique, je pense, aboutit à dire ça. Et ça me paraît quelque chose d'extrêmement fort parce que ça parle aux gens. En termes de déchets, il parle à tout le monde. On connaît les montagnes de plastique partout, le 8e continent. On est littéralement en train d'asphyxier cette planète sous ces déchets. Des déchets totalement artificiellement créés. Non seulement les ressources primaires fossiles vont s'arrêter, ça c'est une chose, mais bien après que les machines se soient arrêtées, on sera encore là à gérer ces déchets. Et ça, on ne sait vraiment pas quoi en faire.
Ça me paraît un argument très fort. C'est un argument très fort, c'est aussi central dans l'œuvre de Reagan, les déchets. D'ailleurs, dans son ouvrage non traduit en français, Energy and Economic Myths, Oui, parmi les mythes qu'il énumère, il y a le mythe d'une industrie au sens là, libre de toute pollution. tout à fait. Donc libre de création de déchets. Et bon, c'est la deuxième loi. Alors, ah oui, tout à l'heure tu as dit quelque chose d'intéressant sur lequel il faudra qu'on revienne. C'est l'élément contradictoire à première vue entre l'énoncé de la première loi de la thermodynamique et celui de la deuxième loi. Bon, on n'a plus le temps maintenant, on y reviendra, mais c'est important. Mais pour terminer sur les déchets qui sont centrales, d'ailleurs, je pense qu'il y a une réunion qu'il faut consacrer sur les déchets, c'était le cas dans le descriptif que vous avez. C'est un mythe, mais c'est un mythe justement, ça fait partie des mythes que propagent, que diffusent les zélateurs de la croissance en disant mais vous inquiétez pas, on va régler le problème. Bon, on va vous faire un truc où il n'y aura pas de déchets. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Le réchauffement climatique, on va trouver un truc pour que ça ne réchauffe pas. Or, notre boulot, ce sera de démontrer que des déchets, il y en aura forcément. Ça n'existe pas, on ne pourra pas trouver, tout simplement pas parce qu'on le dit, mais parce qu'il y a une loi physique, thermodynamique, qui dit qu'il y a forcément, et ça c'est la deuxième loi de l'entropie. Le déchet, au-delà de son apparence toxique, c'est-à-dire les déchets de bure, la mer des sargasses avec les bouteilles plastiques, au-delà de ça, il n'y a que le processus de combustion, hein, ça crée de l'énergie, donc ça crée de l'énergie utilisable et de l'autre non utilisable, et c'est du déchet qui ne peut pas être récupéré. Bon, c'est du déchet. Alors, le mot déchet, ensuite, il devient toxique aussi. Mais il y a forcément création de ça. Et c'est ce que veulent nous faire croire les zélateurs de la croissance, disons les purificateurs de la croissance, qu'on va pouvoir faire une industrie maintenant qui ne créera pas de déchets. Pour rebondir, en fait, moi, je pensais à une intervention de Laurent Alexandre dans l'émission Thinkerview, où il dit, il parle d'une histoire je pense en Angleterre, à Londres, ils utilisaient du plomb de cheval pour se chauffer et ça a créé un énorme nuage. Et on s'est dit que à cette époque-là, il se disait que du coup, ils allaient vraiment être submergés par ce nuage-là. Bon, mais en fait, je crois que c'est pas tout à fait ça ce qu'il disait, mais surtout ce qu'il voulait développer, c'était le fait qu'il dit on trouvera des solutions pour trouver par exemple des ressources moins polluantes. Voilà, il disait bon, il y a des problèmes, on a toujours trouvé des solutions et on trouvera toujours des solutions. Donc c'est pour rebondir. Et bon, j'ouvre quand même là-dessus, je ne sais pas en fait hein, si c'est réel ou pas. Il y a des pistes qui sont ouvertes, je sais pas, il y a le PR. Bon, moi je suis un petit peu Jean-Pierre Petit, il a vivement critiqué cette méthode de création d'énergie. Il y a une histoire aussi d'énormes chaleurs qui pourraient permettre de créer de l'énergie. Et bon, hypothétiquement, je lance l'idée, mais ce n'est pas forcément intéressant de développer plus que ça, puisque c'est hypothétique, c'est l'énergie du point zéro. C'est-à-dire que, pour en revenir, Georgescu il parle de ce qu'est la matière, ou qu'ils l'ont écarté ou pas, ou ils l'ont pas pris en compte. Voilà. Pardon, c'est confus. Hein. Avec la thermodynamique, s'ils le prennent en compte, je crois, en fait. Si. Mais donc, entre les particules de la matière, ce qui tient les particules de matière sont des champs énergétiques, des champs électromagnétiques. Et il y a des gens qui avancent l'idée qu'il est possible qu'on puisse retirer de l'énergie du vide, en fait, de ce vide-là. Bon, après, j'aimerais bien rebondir sur plein d'autres choses, mais par exemple, sur la question du pouvoir, puisque d'une certaine manière, nous, on s'est laissé aller par ce système croissanciste de développement industriel pour des bonnes raisons, c'est assurer le confort et la survie. Mais il y a donc quand même une minorité de gens qui sait accaparer du pouvoir. Alors une des questions, ce serait comment on peut se réapproprier du pouvoir.
Moi, je crois que l'idée de la création monétaire est un sujet qui peut être intéressant à débattre entre nous. Et surtout depuis qu'il y a la monnaie libre. Alors, c'est une crypto-monnaie, mais c'est pas comme du Bitcoin, c'est une autre monnaie. Voilà. Mais ça, ce sera une manière de pouvoir se réapproprier un peu plus de pouvoir. Après, alors, je veux revenir sur la question d'être une espèce ultra prédatrice. Bah, c'est pas nous qui avons choisi en réalité. Hein. Nous, on est arrivé la matrice dans laquelle on est nous oblige à manger pour vivre. Donc, on n'a pas vraiment choisi. Par contre, c'est intéressant, c'est l'idée qu'il y ait des gens qui vont pousser justement le transhumanisme. Alors, le transhumanisme, il y a plusieurs choses, il y a pas mal de choses dedans, hein, mais là, je veux focaliser sur une des idées du transhumanisme qui est de télécharger sa conscience dans des machines, de pouvoir perpétrer la conscience au-delà de la biologie du corps humain. Et de cette manière-là, il est possible d'imaginer que pour que la conscience humaine survive, elle ait besoin de moins d'énergie que pour faire vivre le corps biologique. Je dis ça vraiment d'une manière un petit peu chaotique, anarchiste, mais on pourrait se poser la question du coup de l'intérêt de développer des idées transhumanistes pour résoudre ce problème-là. Et dernière chose, tu dis, Christian, c'est la question, c'est est-ce que la croissance, elle fonctionne? Bon, moi j'ai l'impression qu'elle fonctionne. Par contre, c'est est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est heureux dans le système-là? C'est ça, vraiment, je crois, la vraie question, enfin pas la vraie question, mais aussi une question qui est très intéressante, c'est qu'il me semble que dans les pays occidentalisés, industrialisés, bah, les gens sont pas très heureux en fait. On est bourré d'antidépresseurs, d'alcool, de drogue. On pollue, on le sait, on se voile la face, on continue d'utiliser du nucléaire. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment heureux. Et, euh, et j'ai l'impression que bah, dans des pays où ils sont nettement moins dans un confort matériel, c'est beaucoup moins exubérant que chez nous, bah, j'ai l'impression qu'ils sont plus heureux. C'est l'image que j'en ai, et puis c'est un petit peu les informations que, qui nous parviennent de temps en temps. Quoi. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont plus heureux.